Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mise en ligne le mardi 24 septembre 2024, une date très spéciale puisque nous célébrons les 10 ans de la chaîne. Elle a été créée le 18 septembre 2014 et le 24 sortait ma première vidéo sur le tout premier Star Wars. Depuis, il y a eu 61 vidéos pour un total de plus d'1 200 000 vues et un nombre incroyable de commentaires ultra positifs. Donc j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont regardé au moins une de mes vidéos et tous les abonnés de la chaîne qui répondent présents malgré ma présence très rare chaque année. Pour l'occasion, je vous avais proposé le 11 août dernier de répondre à un sondage pour choisir le film dont j'allais parler aujourd'hui, et vous avez été 695 à avoir voté, donc je vous en remercie. Et comme vous avez pu le constater en cliquant sur la miniature, c'est bien Mad Max Fury Road qui remporte votre adhésion. Faut avouer qu'il faisait partie des grands favoris, même si Blade Runner n'est pas très loin, mais un peu quand même, et avec 2001 l'Odyssée de l'espace qui ferme le podium. Pauvre petit fantôme contre fantôme qui finit dernier, si vous ne connaissez pas le film, je vous encourage fortement à le découvrir, car il mélange habilement l'humour et l'horreur avec des VFX de Weta hyper efficaces et inventifs, juste avant Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, ce n'est pas très étonnant que vous ayez choisi Fury Road, il traîne une excellente réputation de film dit réel, réalisé pour de vrai, avec que des cascades et très peu de CGI, c'est-à-dire les effets numériques. Alors spoiler, le film est bel et bien chargé en CGI, mais pas toujours là où on le pense. L'objectif de cette vidéo est de démystifier un peu la notion de fond vert, de comprendre les différents types d'effets spéciaux, mais aussi de montrer comment les effets réels et numériques coexistent pour souligner la narration et amplifier l'expérience du spectateur. Mad Max Fury Road est réalisé par l'Australien George Miller pour un joli budget de 150 millions de dollars, distribué par la Warner avec une sortie en mai 2015. Il est le quatrième volet d'une saga initiée par ce même réal et sort exactement 30 ans après le précédent film. Je ne vais pas revenir sur toute la genèse du projet qui mériterait une vidéo entière et n'est absolument pas le sujet du jour, mais la particularité de ce film, lorsque George Miller commence à travailler dessus au début des années 2000, après avoir ébauché l'histoire en 99, et qu'il développe d'abord un storyboard complet avec plusieurs storyboarders pendant près de 2 ans, avant même d'avoir un scénario complet. À peu près 3500 vignettes sont dessinées pour représenter tout le film. L'idée de Miller est de développer l'histoire par les images, de manière à travailler une narration purement visuelle, un peu comme on pourrait le faire avec une bande dessinée par exemple. L'action a naturellement une narration plus visuelle que les autres genres, puisque c'est moins le dialogue que le mouvement qui va raconter l'histoire. De la même manière que les premiers classiques du cinéma n'avaient que l'image pour raconter leur histoire, George Miller écrit des dialogues uniquement lorsque c'est nécessaire pour mieux la décrire visuellement. Mais pour raconter une histoire avec les images, faut-il encore qu'elle soit lisible et compréhensible. Et malgré un montage très dynamique, voire même frénétique, pour créer de l'impact, comme en témoignent les nombreux plans en accéléré qui sont également un effet de style, il est important que le spectateur arrive toujours à comprendre ce qu'il regarde, donc l'action est quasiment toujours centrée dans l'image autant que possible. Ce qui implique beaucoup de recadrage au montage. De cette manière, malgré la vitesse du découpage, le spectateur peut comprendre une grande quantité d'informations sans se fatiguer les yeux, tout en maintenant une nervosité qui rend l'expérience plus viscérale. Il faut savoir que près de la moitié du film n'est pas à 24 images par seconde. L'action est amenée par les véhicules qui sont considérés dans l'histoire par Miller comme une métaphore du pouvoir. 88 véhicules sont construits pour l'occasion, mais avec les doublons on monte jusqu'à 137. Des morceaux de vieilles voitures sont récupérés puis réassemblés pour créer des modèles uniques et surtout improbables, qui représentent bien la folie des personnages, mais une folie créative. Il y a en tout une petite centaine de cascadeurs, chacun spécialisé dans un type de cascade. En revanche, les Warboys qui volent lors des collisions, quand ils ne sont pas numériques, sont des mannequins en silicone avec une armature qui simule les articulations humaines. Les 2 longues courses-poursuites du film, au début et à la fin, s'étalent sur à peu près 140 km à 200 km/h dans le désert de Namibie. C'est ce qu'on voit sur les plans larges. Mais sur quasiment tous les plans rapprochés,
Les véhicules sont immobilisés, montés sur une plateforme qui permet de créer un faux mouvement. Ils appellent ça le SimTrav pour Simulated Travel ou simulation de mouvement de transport en français. Ce qui nous amène naturellement à la question du fond vert, puisque les acteurs sont à l'arrêt et il faut bien que l'arrière-plan défile, surtout pour les scènes dans le canyon où il y a beaucoup d'incrustations. Fury Road est réputé pour avoir peu, voire pas du tout de fond vert dans les scènes d'action, ce qui est partiellement vrai, ou partiellement faux. En fait, le problème vient surtout du terme fond vert qui est devenu complètement fourre-tout et que le grand public va avoir tendance à assimiler directement au CGI, c'est-à-dire une création en 3D. En réalité, le fond vert est juste une méthode pour faciliter l'extraction d'un avant-plan de manière semi-automatique afin d'intégrer un nouvel arrière-plan, mais il n'est absolument pas obligatoire. En fait, la présence d'un fond vert n'implique pas nécessairement la présence de CGI, puisqu'on peut parfaitement remplacer le fond par un vrai plan filmé qui n'est pas en 3D. Et à l'inverse, l'absence de fond vert ne veut absolument pas dire que l'arrière-plan ne peut pas être modifié. Parfois, l'absence d'un fond peut venir du fait que le plan ne devait pas être modifié au début, mais qu'il a fini par l'être. L'absence d'un fond implique de faire de la rotoscopie, c'est-à-dire détourer quasiment image par image les éléments en fonction du mouvement, ce qui peut être très laborieux, mais permet d'être sûr au moment du tournage de filmer une image la plus naturaliste possible, et donc éviter d'avoir des retours de lumière verte, des contours étranges ou des complications en tout genre. Lorsque le fond vert est propre, uniforme, avec le moins d'ombre possible, il permet de faciliter le détourage, mais lorsque ce n'est pas le cas, ou alors ne couvre pas toute l'image, c'est-à-dire quasiment tout le temps, vous pouvez être sûr qu'il y aura de la roto. Dans la plupart des cas, pour pallier les problèmes d'irrégularité d'un fond, différents traitements seront appliqués en fonction des zones et des différentes teintes de vert. Sur ce plan par exemple, il pourrait y avoir 2 traitements pour les 2 teintes de vert, avec une dose de roto pour tout ce qui dépasse. Et encore une fois, ce plan aurait pu être réalisé complètement sans fond vert, mais ça aurait été encore plus laborieux. Vous verrez souvent dans les making-of des films des plans avec des bouts de verre à droite à gauche. Parfois c'est seulement pour faciliter l'extraction d'un élément en particulier, mais de toute façon il faut quand même détourer à la main image par image, puisqu'ici par exemple, il faut détourer les figurants du fond pour insérer derrière eux une partie de la foule 3D, et bien sûr intégrer le reste de l'environnement. Pareil ici, il y a des petits bouts de fond vert pour limiter la casse, mais tout le reste est en roto. On pourrait alors se demander pourquoi ils ne mettent pas plus de fond vert. Eh bien parce que c'est long et lourd à mettre en place sur une grande surface, peut-être que le réalisateur bouge son cadre au dernier moment, et parfois on pourrait avoir trop de fond vert dans l'image qui pourrait influencer ou changer l'éclairage. Sauf que l'éclairage du plateau est largement plus important que la présence d'un fond. Raison pour laquelle les films Dune ont opté pour des fonds gris ou couleur sable, même si c'est aussi une astuce psychologique sur le tournage pour donner l'impression qu'il n'y aura pas de VFX. Au lieu d'éliminer directement une couleur, ils jouent sur le contraste de luminance, donc la luminosité du plan on va dire, pour isoler l'avant-plan, ce qui donne un résultat plus doux qu'avec un fond vert. Évidemment ici c'est moche puisque les images viennent d'internet, mais on pourrait se rendre compte de son efficacité lorsqu'on inverse les couleurs pour obtenir un négatif qui nous donne ironiquement un joli fond bleu. Mais bien sûr, il ne faut jamais oublier la bonne dose de roto qui va avec. La présence d'un fond peut également permettre de bloquer des sources de lumière trop fortes lorsque c'est nécessaire. Par exemple, sur ce plan, le fond est pas génial, l'acteur passe devant les plis, devant la structure, et en plus il y a de la fumée qui le recouvre presque entièrement, sauf qu'en arrière-plan il est censé y avoir un canyon et non un ciel bleu. Donc le fond peut permettre de bloquer la lumière du ciel pour simuler son obstruction par le canyon. Même si le fond est pas terrible, il peut quand même aider à isoler un peu l'avant-plan tout en permettant de créer une occlusion de lumière réaliste. Par contre, il faut aussi effacer les retours de verre reflétés par le métal. Vous l'aurez compris, le fond vert est très utile, mais loin d'être un outil magique. Il peut être très laborieux à mettre en œuvre sur le tournage et à finaliser en post-prod. Ce qui m'amène à une question que l'on m'a posée concernant l'arrivée de l'IA dans les VFX, dans quel domaine ça peut améliorer le travail. Eh bien la rotoscopie est un excellent exemple d'un processus laborieux qui peut être accéléré grâce à l'IA. Sauf que les résultats obtenus aujourd'hui par certains logiciels ne sont pas suffisamment parfaits pour être utilisés sur un film. L'IA générative dans les logiciels 3D ou dans la rotoscopie sera vraiment intéressante ou dangereuse, selon les points de vue, lorsqu'elle permettra facilement et à faible coût d'avoir un contrôle absolu sur le moindre petit détail de sa création, ce qui aujourd'hui est très loin d'être le cas, surtout sur de la vidéo. Mais il faut avouer qu'il y a des choses très impressionnantes qui arrivent et que ça va très vite, comme ici avec le moteur de rendu Iron 4D par exemple. Pour en revenir au film, lorsque les véhicules sont en mouvement, il n'y a pas de fond vert évidemment, mais lors des scènes statiques sur les plateformes en mouvement,
Le superviseur VFX commence le tournage en essayant de placer des fonds verts au bon endroit, mais le problème est qu'il y a à chaque fois plusieurs caméras qui filment avec des angles différents au même moment. On se retrouve alors avec un axe de caméra qui est bien couvert par le fond vert, mais un autre axe où il ne sert plus à rien. Typiquement sur ce plan par exemple, le fond vert ne sert à rien, mais il a sûrement été mis là pour un autre axe où c'était plus utile. C'est pour cette raison que le superviseur a fini par ne plus mettre de fond vert du tout. On peut le voir sur ce plan de crash par exemple, c'était sûrement inutile de placer le fond pile poil au bon endroit, sachant qu'il y a plusieurs axes de caméra. Et puis en plus sur le plan d'après c'est carrément open bar, il n'y a plus rien, que de la roto image par image. Ce plan est d'ailleurs filmé à 300 images par seconde avec une caméra spécialisée de la marque Phantom. La dernière astuce quand on n'a pas de fond vert est de se servir du ciel comme un fond bleu ou fond blanc, ça dépend. C'est tout con mais ça peut bien marcher et je pense qu'ils s'en sont un peu servis sur beaucoup de plans. L'autre élément de fond vert très important est le bras mécanique de Furiosa. L'actrice porte une prothèse avec une manche verte. Celle-ci est effacée pour mettre à la place une version 3D du bras, non pas pour l'aspect extérieur, mais plutôt pour le mécanisme intérieur. La manche est verte pour l'identifier facilement, c'est une sorte de convention, mais elle pourrait être de n'importe quelle couleur, ça ne changerait absolument rien. Si le fond vert classique d'arrière-plan consiste à sélectionner la teinte de vert pour créer un trou dans l'image de manière à y insérer un nouveau fond, le fait d'effacer un élément, ce que l'on appelle le restore, consiste à coller sur la manche verte l'élément de décor qu'on est censé voir derrière. Et on ajoute la 3D par-dessus. La plupart du temps, ce qu'on est censé voir derrière est récupéré par gros ou petits bouts un peu plus tôt ou un peu plus tard dans le plan, ou dans d'autres prises, ou grâce à des photos du lieu de tournage. Parfois, pour aider, il y a des clean plates, c'est-à-dire une prise de vue filmée plus ou moins à l'identique, mais sans les acteurs, de manière à pouvoir récupérer beaucoup plus facilement ce qui est caché par l'élément que l'on est censé effacer. Mais c'est malheureusement moins fréquent aujourd'hui. En fin de compte, la couleur verte permet surtout de bien identifier et uniformiser la cible à effacer. Donc quand vous voyez les petits bonhommes verts dans les making-of, ils sont simplement déguisés de manière à être parfaitement uniformes et identifiables en étant raccords avec d'éventuels fonds verts pour mieux être effacés. En tout, il y a 276 plans dans lesquels il faut effacer l'avant-bras, ce qui est beaucoup, mais étant donné que la plupart des plans sont quand même très rapides, avec un bras partiellement visible, c'est peut-être moins laborieux que ce qu'on peut imaginer. C'est plus compliqué sur les quelques scènes où elle n'a pas sa prothèse, et qu'il faut alors rajouter un moignon en 3D qui doit se fondre avec le reste de son bras tout en le suivant parfaitement. Pour finir sur les quelques restores, tant qu'on est là-dessus, on peut évoquer les traces de pneus des précédentes prises ou de l'équipe technique, les très nombreux câbles et autres structures permettant les cascades, des environnements indésirables, ou encore des oreillettes que certains acteurs portent sur plusieurs plans. On a bien parlé des VFX, mais on n'a pas dit qu'ils sont réalisés en grande partie par le studio australien Ilura, un studio qui fusionne avec Method en 2018, puis Method est racheté par Framestore en 2020. Les studios sud-africains Brave New World et Black Ginger participent également. Il faut savoir que les scènes de poursuite sont tournées dans le désert de Namibie, mais que les scènes à l'intérieur de la citadelle sont tournées à Cape Town en Afrique du Sud et à Sydney pour l'extérieur. Une petite équipe VFX s'installe au sein de la société de production de George Miller, notamment pour faire des prévisualisations 3D des scènes d'action pour préparer le tournage. En post-production, ils s'occupent de plein de petits plans qui peuvent sortir rapidement pour décharger Ilura. Autrement, la plupart des prévis du film sont assurés par The Third Floor, qui sont quasiment sur tous les films. Une bonne partie des VFX consiste à mélanger différentes prises ensemble, notamment lors des cascades. Les véhicules sont souvent filmés en petits comités ou même séparément pour des raisons de sécurité, je pense notamment à la grosse explosion du camion citerne qui est filmé tout seul par une dizaine de caméras pour éviter de cramer ses petits camarades. Évidemment, il n'y a pas de fond vert pour les véhicules puisqu'il s'agit de plans très larges,
Donc les multiples prises, forcément légèrement différentes à chaque fois, sont stabilisées et uniformisées entre elles de manière à les mélanger. La rotoscopie peut alors être facile et très globale, comme elle peut être plus précise et compliquée lorsqu'un élément passe devant un autre. Une des retouches les plus importantes du film concerne le ciel. Il y a énormément de remplacements de ciel, principalement pour des raisons esthétiques, pour s'approcher au plus près d'un style roman graphique avec ses aplats de couleurs très marqués, mais parfois c'est uniquement pour des questions de continuité ou alors pour éviter d'avoir un ciel tout blanc. Beaucoup de remplacements sont faits directement à l'étalonnage lors du travail des couleurs, mais bien sûr quand les plans sont plus compliqués et bougent davantage, ce sont les VFX qui s'en chargent. D'ailleurs, en parlant d'étalonnage, difficile de louper la nuit américaine en milieu de film, elle peut paraître étrange au premier abord, mais quand on y réfléchit, elle est parfaitement cohérente dans la suresthétisation globale du film, et puis bien sûr on ne verrait rien si c'était vraiment filmé la nuit. Il est intéressant de noter que ces séquences sont filmées en étant anormalement surexposées, afin d'avoir une image beaucoup plus lumineuse et garder un maximum de détails dans les ombres quand on baisse drastiquement les hautes lumières pour assombrir l'image. Après les purs VFX de fond vert, restore et le compositing de manière générale, on peut passer aux effets numériques avec la 3D, à commencer par la citadelle. La cascade d'eau est générée dans Houdini, et les trois montagnes sont inspirées des Blue Mountains de Sydney et du Grand Canyon. Un petit tour en hélicoptère permet de prendre des centaines de photos sous tous les angles, et ces photos sont mises dans le logiciel Photoscan pour faire de la photogrammétrie. C'est une technique très utilisée depuis longtemps et consiste à créer un modèle 3D brut à partir de plusieurs photos sous différents angles. À l'époque de Jurassic Park ou du Seigneur des Anneaux, les miniatures de dinosaures, de créatures et d'environnements étaient souvent scannées pour obtenir un modèle 3D de base. Les modèles sont ensuite retravaillés pour être mieux construits et plus légers à manipuler, et ensuite les photos prises servent de texture. La photogrammétrie est toujours une méthode très efficace pour faire de la 3D tout en restant le plus fidèle possible à la réalité. Beaucoup d'environnements du film utilisent cette approche, notamment pour les séquences à grande vitesse dans le canyon, où ce sont plein de photos plaquées sur des géométries 3D. L'intérêt d'avoir recours à la 3D alors qu'il s'agit de vraies images est de pouvoir mettre en volume des photos pour créer un espace dans lequel on peut refaire chaque plan avec le bon angle de caméra pour obtenir l'arrière-plan. Autrement, il faudrait refilmer chaque plan avec le bon environnement, le même angle et parfois le même mouvement, exactement comme ils l'ont fait pour une séquence de poursuite du Retour du Jedi par exemple, sauf que c'était en 1983 et qu'aujourd'hui ce serait inutilement compliqué s'il y a beaucoup de plans et qu'on veut modifier l'environnement. La petite subtilité est que même s'il s'agit de vraies photos, à partir du moment où c'est rendu en 3D, c'est considéré comme des CGI. Après, il y a aussi beaucoup de plans où il s'agit d'un matte painting 2D, donc de simples images qui ne sont pas en volume, fait directement au compositing, et donc dans ce cas il ne s'agit pas de CGI. Globalement, je pense que quand l'environnement défile rapidement sur les côtés, c'est sûrement de la 3D, quand c'est relativement lent dans le fond, c'est de la 2D. Et enfin, la tempête de sable est le plus gros morceau numérique du film, mais étonnamment, seulement 4 plans sont 100% virtuels. L'idée est de filmer un maximum d'éléments, et peu importe si tout est remplacé en 3D ensuite, au moins on peut garder le vrai mouvement de caméra, ou alors la bonne ligne d'horizon et le bon positionnement des véhicules. Ça permet de partir dès le début de la post-prod sur une base réelle, pour aller droit au but et ne pas perdre de temps. La séquence est quasiment entièrement faite dans le logiciel Houdini pour les simulations et le rendu. Pendant le tournage, elle est filmée soit en plein soleil dans le désert, soit dans un environnement contrôlé en extérieur avec des conditions de lumière plus sophistiquées pour recréer l'ambiance de la tempête. En termes de CGI invisible, on a un face replacement de Tom Hardy sur un plan. Les témoignages disent que l'acteur arrivait souvent en retard sur le tournage, donc c'est tout à fait possible qu'il n'était pas présent pour ce plan. Les différents câbles et harpons qui volent et s'accrochent au véhicule sont bien sûr numériques. Il y a aussi pas mal de plans où le sol est en 3D, puisque les acteurs jouent sur des structures immobiles pour des questions de sécurité, contrairement aux cascadeurs, ce qui veut dire que les roues sont également en 3D.
Mais il faut reconnaître qu'a priori, en dehors de la séquence de la tempête, il y a très peu de véhicules virtuels. Pour récapituler tous les types d'effets spéciaux, les SFX représentent toutes les cascades, collisions, destructions et explosions réalisées sur le tournage. Les VFX ou effets visuels concernent toutes les manipulations de l'image, c'est-à-dire les fonds verts, les restores et l'étape finale du compositing de manière générale, donc le mélange de différentes sources pour fabriquer une image. Et enfin les CGI, ce sont les effets numériques ou virtuels, donc tout ce qui est rendu en 3D, c'est-à-dire la citadelle, la tempête bien sûr, ou encore certaines séquences dans le canyon. Ça peut aussi m'arriver de parler de FX, en général ça concerne tout ce qui est lié à la simulation 3D comme le feu, l'eau et les collisions et déformations en tout genre. Dans ce plan, il y a uniquement des CGI, puisqu'il n'y a rien de réel, même si on peut quand même parler globalement de VFX, car les CGI sont toujours retravaillés au compositing. Dans celui-ci, il y a des CGI, mais aussi des VFX, pour intégrer la 3D dans des images réelles. En revanche, dans ce plan, il n'y a pas de CGI, donc pas de 3D, mais il y a des VFX, puisque l'image est manipulée avec plusieurs sources réelles qui sont mélangées pour fabriquer le plan. C'est pour cette raison que depuis les débuts de ma chaîne, je préfère dire VFX pour englober les deux, et d'ailleurs je continue souvent de le faire pour fluidifier le discours et ne pas perdre les gens, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, le terme CGI est de plus en plus connu du grand public. Le film contient un peu moins de 2000 plans truqués, c'est-à-dire autant que le deuxième volet du Hobbit par exemple. Alors vous me direz que les deux n'ont rien à voir, que le Hobbit a beaucoup plus de CGI, et c'est vrai, mais en fait le nombre de plans truqués d'un film indique le nombre de plans où il y a des VFX. Sauf que comme on vient de le voir, les VFX peuvent aussi bien être une simple manipulation de l'image qu'une création en 3D. Le petit détail qui fait aussi la différence par rapport au Hobbit est que Fury Road a eu 2 ans et demi de post-production et de VFX, ce qui est absolument énorme. Les studios recevaient les séquences une par une et mettaient en place leur propre deadline à condition que ça reste dans le budget. Ma théorie est que Warner s'en foutait un peu du film et donc n'a pas imposé une date de sortie très serrée, ce qui a laissé le temps à George Miller de le peaufiner au maximum. En règle générale, plus les temps de post-production sont longs, plus il y a de chances pour que les VFX soient réussis. Toutefois, je n'ai pas envie d'insister là-dessus car cette information prise toute seule ne veut pas dire grand-chose et que c'est loin d'être aussi simple, puisque Fury Road n'est pas parfait pour autant. Comme je le dis chaque année dans mes tops, je pense que les VFX ont surtout besoin d'être intelligemment pensés en amont du tournage, avec une direction artistique et une mise en scène qui les mettent en valeur. Évidemment, dans les années 80, les CGI commençaient tout juste à émerger et n'étaient clairement pas en mesure d'amplifier les cascades d'un film de manière photoréaliste. Mais même en matière de tournage, si on compare au deuxième film sorti en 81, les caméras étaient perchées sur des voitures mais il n'existait pas de bras mécaniques facilement manipulables pouvant s'étendre jusqu'à 7 mètres sur un véhicule en mouvement. George Miller commence à s'amuser avec les VFX dès les années 80 avec Les Sorcières d'Eastwick, mais surtout avec la suite de Babe en 98, dont le premier avait remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels 2 ans plus tôt. Puis dans les années 2000 avec les 2 films d'animation Happy Feet. La présence de plus en plus importante des VFX et CGI dans les films de George Miller ces dernières décennies lui permet finalement de décupler la dimension mythologique de ses histoires, notamment avec 3000 ans à t'attendre, qui aborde frontalement cette dimension, et qui, au passage, était dans mon top 2023. Sa dernière création en date, le préquel Furiosa, que j'ai adoré au passage, a des CGI plus visibles que Fury Road, notamment dans les arrière-plans et environnements qui sont quasiment tous remplacés pour des soucis de météo et de continuité, mais également pour faire en sorte que le désert ressemble à celui de la Namibie de Fury Road, alors que celui-ci est tourné en Australie pour diverses raisons. Et il y a aussi davantage de véhicules en 3D, d'environnements complexes et de FX de simulation en tout genre, comme les explosions et les destructions par exemple. À l'heure où cette vidéo est en ligne, je n'ai pas trouvé d'infos fiables sur son nombre de plans truqués, mais il doit sûrement en avoir un peu plus que Fury Road. Certains plans sont vraiment problématiques, notamment toute cette séquence à l'extérieur de la citadelle. Après c'est toujours très difficile et délicat de critiquer des plans avec affirmation quand on n'a pas tout le contexte artistique derrière, donc c'est important de reconnaître qu'il y a aussi plein de bonnes choses, et le fait que l'ensemble soit soutenu par une narration solide, avec des personnages intéressants et une mise en scène très largement au-dessus de la moyenne, rend le sujet plus subtil et complexe en ce qui me concerne. En tout cas, j'aurais toujours plus d'indulgence pour certains effets qui sonnent faux sur un film avec des idées et de la personnalité, que des effets excellents sur un film générique et oubliable.
Fury Road est reconnu pour mélanger habilement les effets réels et numériques, mais en réalité en le revoyant, je me suis rendu compte que ce n'est pas tant leur équilibre qui est intéressant, mais plutôt leur intensité. Mad Max Fury Road, comme son titre l'indique, est un film fou dans sa mise en scène, dans sa narration frénétique, dans ses personnages complètement fanatiques et tarés, dans sa musique bourrine, dans son montage survitaminé et évidemment dans ses effets spéciaux. Si on reprend les 3 catégories d'effets, le film a des SFX de malade, avec des cascades hyper impressionnantes. Il a des purs VFX, dans le sens traditionnel du terme, avec une quantité folle de rotoscopie laborieuse, de mélange de prises, de fonds verts à gogo, d'éléments visibles et invisibles à effacer. Et il a des CGI vertigineux, parfois surchargés d'informations, avec des couleurs excessivement saturées. Rares sont les films à être aussi démesurés dans les 3 catégories en même temps. Mais ce ne sont pas juste des effets extrêmes et excessifs d'un énième film de super-héros, mais des effets extrêmes et excessifs pour dépeindre un univers post-apocalyptique fou et coloré, où le meilleur côtoie tranquillement le kitsch, comme un exutoire créatif face à la désolation du monde. Et en dehors de sa folie, j'ai aussi l'impression que le film questionne sa place dans la saga, et surtout questionne la notion de grand spectacle au cinéma, que l'on peut même étendre jusqu'aux effets spéciaux. D'un côté nous avons les cascades et les scènes d'action typiques du cinéma à l'ancienne, et de l'autre nous avons un étalonnage volontairement très graphique. Habituellement les deux ne vont jamais ensemble, mais c'est justement cette combinaison originale qui rend Fury Road atypique. Il y a une dichotomie entre la réalité de l'action et l'irréalité de son esthétique. Tout comme le fait qu'il y a de nouvelles techniques de tournage pour faire des plans inédits, mais qu'ils sont filmés centrés dans l'image, ce qui peut rappeler le format 4/3 de l'époque. Et on peut également mentionner la version Black and Chrome officielle, qui est une alternative old school à la version colorée moderne. Partant de là, on pourrait s'amuser à extrapoler en se disant que les cascades représentent le cinéma du passé, donc les SFX, et son esthétique représente le cinéma numérique, donc les VFX. L'omniprésence des CGI ces dernières années, pour le meilleur et pour le pire, pousse de plus en plus certains réalisateurs et acteurs à nier l'existence des CGI dans leurs films. Aidés par des campagnes marketing mensongères, comme un acte militant pour légitimement mettre en valeur une démarche artisanale qui se perd progressivement. De la même manière que Furiosa essaye de fuir le présent pour désespérément retrouver un passé qui n'existe plus. Un Mad Max sans CGI reviendrait à refaire ce qui a déjà été fait 3 fois. A l'inverse, un Mad Max uniquement en CGI reviendrait à créer une rupture avec les codes de la saga et ce qu'il représente dans le cinéma d'action. Ce qui arrivera peut-être un jour. Les VFX sont quasiment inévitables aujourd'hui, tout simplement car elles permettent de moderniser l'approche de la mise en scène, de contrôler l'image comme jamais auparavant tout en simplifiant les tournages, et de renouveler la représentation des mythes pour le public d'aujourd'hui. Le renouvellement du mythe de Mad Max passe par un passage de relais de Max à Furiosa qui incarne le cinéma numérique actuel avec son bras virtuel. Elle finit par prendre conscience, grâce à la figure du passé, qu'elle doit faire demi-tour et affronter le monde d'aujourd'hui pour le faire évoluer. Le présent a besoin de l'expérience du passé pour se construire, Max et Furiosa ont besoin l'un de l'autre pour survivre, les SFX et les VFX ont besoin l'un de l'autre pour enrichir la grammaire visuelle du film et plus globalement faire évoluer le cinéma. Le film commence par montrer la figure du passé dévorant du CGI, il se termine par la figure du présent faisant corps avec son membre virtuel qui s'imposera un peu plus dans le prochain film.